Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Je ne vous ai pas oublié aujourd'hui, l'épisode du jour sort bien et aujourd'hui je réponds à une de vos questions. Alors regarde ça en live, je n'ai absolument pas regardé la question que vous m'avez posée. Et d'ailleurs si ça vous intéresse que je réponde, qu'on fasse des échanges ensemble, qu'on réfléchisse ensemble, n'hésitez pas à m'envoyer des messages soit sur LinkedIn ou Instagram, Victor Laura sur LinkedIn, L-O-R-A, et Victor Laura Fire sur Instagram, et je vous réponds lors d'un épisode de podcast pour aider un petit peu tout le monde, vous aider à avancer, aider ceux qui nous écoutent et qu'on fasse des superbes invests. Alors c'est parti. Donc c'est un message de quelqu'un qui a un pseudo sur les taxes, donc c'est assez marrant. Et du coup son message c'est quoi ? Bonjour Victor, j'écoute depuis des années vos podcasts et je me décide à vous contacter pour prendre enfin la décision. Je suis tenté par la formation sur l'investissement immobilier, mais 3 petits points, ma situation, 2 points. Alors déjà, merci d'écouter le podcast. Et puis, si t'es partant, moi j'ai hâte de te retrouver dans le training. Alors, ta situation, 33 mètres carrés à Paris, acheté en 2021. Donc, il a acheté en 2021 à Paris. On pourra regarder donc 33 mètres carrés. On pourra voir ce que c'est, 2021. Voilà, pour 370 000 euros. Donc, il a acheté pour 370 000 euros à Paris en 2021. Alors, prix très élevé, ce qui met entre parenthèses, prix très élevé. Donc, on va regarder ce que ça donne et taux très bas. Donc, on va regarder ce que ça donne. Financement, alors sur 20 ans. Donc, il a eu un financement sur 20 ans et il a eu du 1,05%. Alors après, on va voir 80 000 euros d'apport. Donc, il a mis 80 000 euros d'apport. On va revenir là-dessus. Je vous donnerai mon point de vue. On continue. Emprunt à palier, mensualité qui augmente de 300 euros par mois tous les 3 ans. Donc là, c'est 300 euros par mois d'augmentation d'emprunt, je reviendrai dessus, je vous donnerai plein d'infos sur ces types d'emprunts aussi. Aujourd'hui, le loyer hors charge, donc loyer hors charge est à 1150 euros. On va regarder, on ne sait pas où il est, qui couvre les mensualités, mais à venir, les mensualités bien supérieures jusqu'à 2100 euros par mois. Alors, on va regarder ça, donc ça monte jusqu'à 2100 à terme en mensualité d'emprunt. Aujourd'hui, mensualité... On a dit qu'on était à combien aujourd'hui en mensualité ? On les a pas. On les a pas les mensualités d'aujourd'hui, mais on a les mensualités d'après. Alors, j'ai conscience d'avoir fait un mauvais, entre guillemets, invest locatif, mais cet achat était d'abord ma résidence principale. La vie en a décidé autrement. Résultat, je me trouve surendetté. Donc, situation surendetté. On va regarder. OK, avec un invest très conséquent. Invest conséquent. À un taux très bas, mais très peu rentable. J'hésite à revendre à perte probablement pour acheter du plus rentable grâce à la formation IMO. Mais cela vaut-il vraiment le coup de perdre mon taux à 1,05 ? Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Alors, je te remercie. Alors, ce qui serait bien, la prochaine fois, si vous voulez Alors déjà, moi, je tiens à te féliciter parce que déjà, tu as fait un investissement. Et déjà, de faire un investissement, ça te permet d'avancer. Même si de temps en temps, tu vois, c'est pas le meilleur invest. Autre élément, ce que j'aurais besoin de savoir, c'est, quand vous m'envoyez ces éléments-là, c'est quelle est votre situation aujourd'hui. Donc, quelle est ta situation à date ? Donc, tu vois, ta situation à date... Alors, je pense que je vais pouvoir la deviner indirectement, mais ta situation à date, c'est-à-dire tu gagnes combien ? Donc, salaire net avant impôt, quoi. Avant impôt sur revenu. Et aussi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Donc maintenant, tu habites où ? Tu habites où concrètement ? Et dernier élément, combien tu as de cash aujourd'hui ? Combien tu as de cash dispo aujourd'hui ? Et après, un petit truc pour toi, c'est quel est ton objectif ? Voilà, quel est ton objectif ? Donc ça, c'est souvent ce qu'il y a de plus important.
faut vraiment se dire, donc là, dans tous ceux qui écoutent ce podcast, la grande majorité des Français, la majorité va quand même acheter un logement dans sa vie, mais ce sera sa résidence principale. Et finalement, il y a très peu de personnes qui vont faire plus qu'un seul investissement dans leur vie quand on regarde les chiffres de façon générale. Si vous êtes ici, c'est que normalement, vous avez des objectifs assez ambitieux et que vous voulez avancer, voire vivre de revenus passifs ou semi-passifs avec de l'IMO, de la bourse et au type de business. Alors, dans ton cas, en fait, pour revenir là-dessus, ça dépend vraiment de ton objectif. Alors, déjà, je vais reprendre plusieurs éléments par rapport à ce que tu as dit. Donc, généralement, dans ton cas, effectivement, on achète un 33 mètres carrés à Paris parce que c'est tout ce qu'on peut acheter. Donc, tu l'as acheté à 370 000 euros. Tu t'es dit, tiens, je vais rester habité à Paris, je vais pouvoir faire ma vie, etc. Sauf que, en 33 mètres carrés, finalement, c'est assez petit. Alors, ça dépend quel est ce que vous voulez faire, votre niveau de vie. Si vous voulez rester célibataire, que vous voulez rester habité à Paris, que vous voulez pas avoir d'enfants, un 33 mètres carrés, ça peut tout à fait fonctionner. Donc, il y a de plus en plus de personnes. Il faut quand même se dire que... faudrait que je retrouve cette étude, mais 55% des femmes, alors dans 10 ans, en 2035, 55% des femmes de plus de 35 ans seront célibataires sans enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que logiquement, de l'autre côté, il y aura la même chose. Donc, il y aura une grande majorité de mecs célibataires aussi. Donc, indirectement, dans le temps, si vous êtes dans la tendance, parce que c'est la tendance qui se décrit que vous voulez pas d'enfants, finalement acheter un appartement à Paris de 33 mètres carrés comme ça, ça peut fonctionner, vous pouvez rester dedans et ça peut être votre résidence principale. Alors la problématique là, on a concrètement le problème d'aujourd'hui. Alors je sais pas où il est, on est un petit peu plus. Alors, il faut voir exactement ce que tu indiques comme financement. Donc, rappel pour tout le monde, vous avez le prix d'achat. Donc là, je n'ai pas le détail, mais on va dire que c'est le prix total. Donc, je vais mettre le prix total, mais je ne suis pas sûr. Je pense que c'est son prix d'achat. Je pense que ton prix d'achat, ça a été 370 000 euros. Donc, tu as 33 mètres carrés. Ce que tu as acheté, du coup, 370 000 divisé par 33 mètres carrés, tu as acheté à 11 000 euros du mètre, ce qui est tout à fait possible. Ce qu'il faut retenir... en regardant un peu cette description-là, attention sur les endroits où il y a des prix quand même assez élevés. Donc, c'est ce qui s'est passé à Paris. Donc, je vous l'ai dit plusieurs fois. Et moi, je l'ai subi concrètement. Si vous regardez Paris de façon générale, donc là, on est en 2026. Donc, en 5 ans, Paris a quand même perdu 10%. Donc là, tu es effectivement dans une situation... tu as acheté du coup en 2021. Donc, tu es pile dans une situation où tu as une perte de 10%. Sachant qu'en fonction du quartier où tu es, cette perte peut être largement supérieure ou peut être inférieure. Donc, ça dépend où tu l'as acheté. Donc, par exemple, moi, j'ai des biens dans un endroit du 15e arrondissement de Paris. Hop. Alors, ils sont dans cette zone-là. Je vais vous prendre l'endroit où c'est ici, là, bam. Non, c'est pas ici, c'est ici. Là, moi, j'ai perdu 10,7%. Alors, attention, parce que ça a beaucoup réaugmenté quand même ces derniers temps. Donc, par rapport au plus... à un moment, j'étais à 17%, 18% de perte en fait sur l'appartement que j'ai. Et là, aujourd'hui, je suis à moins 10%. Donc, il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, les prix de l'immobilier à Paris quand même sont bien repartis, sont bien dynamiques. Donc, ça, c'est quand même quelque chose à garder en tête. Mais attention quand même dans ces zones où on pense que l'immobilier va toujours monter, principalement à Paris, que vu qu'il y a l'inflation, ça va monter, vu que... pas forcément. Et attention, parce qu'il y a un double effet, et je ne veux pas vous faire déprimer, mais il y a aussi la notion de l'inflation. Là, par exemple, quand on a une perte, si je regarde les prix de Paris ou les prix de moi où je vais faire l'investissement, d'accord, d'ailleurs, moins 10%. Il y a moins 10% sur cette zone-là, donc au fin fond du 15e. Attention, parce que vous avez aussi l'inflation qui a évolué. Donc, en réalité, la perte, elle pourrait être potentiellement de plutôt moins 15% si vous prenez en compte l'inflation, c'est-à-dire la perte de la valeur de votre argent. D'ailleurs, ça m'intéresse de regarder. Vous savez quoi? Je vais en profiter pour regarder un de mes autres invests à Paris. Je vais voir si on est... Parce que là, j'ai l'impression que ça a quand même bien repris. Donc, tu vois, moi, ce que je suis en train de me dire, là... alors là, je ne suis pas au bon endroit. Hop. J'ai quand même l'impression que ça a vraiment bien repris, en fait. Ouais, Paris, ça a vraiment bien repris ces derniers temps. Donc, il y a quand même cette tendance, là, aujourd'hui. Tu vois, la tendance où Paris est en train de faire une belle remontée, quoi. Alors, il va falloir voir ce que ça va donner dans le temps avec la guerre en Iran, avec tous ces éléments-là. Mais là, j'ai l'impression que ces derniers temps, tu vois, il y a quand même une belle remontée de Paris. Et d'ailleurs, ça se voit, tu vois, en un mois plus 1%, 3 mois plus 2%, en un an plus quasiment 3% en un an. Donc là, tu es quand même dans une phase où finalement, tu es en train de rattraper finalement la chute qu'il y a eu dans Paris. C'est une très belle conjoncture, du moins on ne sait pas ce qui va se passer, mais tu restes quand même dans une tendance qui est plutôt intéressante. Bon, ça se voit aussi si vous regardez les augmentations de crédit. Donc je vais faire emprunt immobilier.
Hop, montant. Et en fait, en ce moment, ça emprunte beaucoup. Emprunt immobilier montant. Montant par mois, je pense que je peux avoir directement des chiffres. Est-ce qu'ils vont me faire ça? Non. Voilà, c'est ça. Non, ça c'était... Alors, il faudrait que je retrouve les graphiques. Mais indirectement, là, ça emprunte beaucoup plus en immobilier. Total France. En fait, ça emprunte beaucoup, quoi. Donc, il y a quand même une tendance où les gens ont envie d'acheter. Donc, il faut quand même garder ça en tête. Bon, je l'ai pas forcément là, mais en tout cas, ça emprunte de plus en plus en ce moment. Donc, on a déjà, premier élément, quand on fait cette acquisition, donc tu as acheté à 370 000. OK, pour ton 33 mètres carrés, je vais prendre les éléments à côté. Donc, ça, c'est bien. Financement. Alors, soit c'est ton coût total, soit c'est seulement le prix de ton appartement, donc à vérifier. Parce qu'après, on a bien sûr les frais de notaire. Donc, disons que ton bien, c'est 370 000. Alors, je pense que vu ce que tu m'as annoncé, tu as mis 80 000 euros d'apport, financement 320. Donc, 8, 9, 10. Donc, tu es à 400 000. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'était le prix de ton bien qui était à 370 000. Là, on va rajouter tes frais de notaire, donc 8%. Tu as 29 000. Et disons que après, tu as tes frais de financement. Ça dépend si tu en avais ou pas. Donc, les frais de financement, c'est l'hypothèque. Donc, en gros, quand vous achetez quelque chose, la banque, elle va, entre guillemets, faire une hypothèque sur votre bien. C'est-à-dire, elle va s'assurer que si vous ne remboursez pas, elle puisse le saisir. Donc, le bien appartient autant à la banque qu'à vous au début. Ou sinon, vous avez les frais de cautionnement qui sont aujourd'hui... donc, c'est un organisme de caution qui va se porter garant si vous ne payez pas. Voilà, c'est ça. Donc, le prix de ton bien, c'était bien 370 000. Et il y a eu 29 000 euros de frais de notaire. Donc en total, et puis tu dois avoir un tout petit peu de frais bancaires dans le tas. Je pense que tu as au moins 2-3 000, on va mettre 3 000 euros de frais de notaire. Donc tu es à 402 000 euros de coût total de projet. Alors, rappelez-vous, quand vous faites justement des acquisitions, quand vous achetez quelque chose en immobilier, à moins d'avoir vraiment négocié le prix par rapport au prix d'achat, on a une valeur en fait un peu négative lorsqu'on fait un achat. Parce que là, par exemple, si vous comparez ce que vous avez, vous allez avoir... disons un crédit de 400 000 euros d'un côté pour pouvoir tout financer. De l'autre côté, vous avez un bien qui vaut 370 000. Donc en fait, vous êtes en négatif de 30 000 euros. En fait, les taxes vous font passer en négatif pendant les premières années. Donc attention à ça. Les frais de notaire et les frais de financement, il faut voir en combien d'années finalement vous allez réussir à rembourser ça. Et c'est souvent des calculs. Donc c'est un des gros éléments quand on essaie de comparer. Est-ce que ça vaut le coup d'être propriétaire dans une ville ou est-ce que vaut mieux être locataire? Dans des villes comme Paris, si on regarde les tableaux, donc là, je vais essayer de vous ressortir un tableau. Alors après, il faut voir comment ils ont été faits. Tableau comparatif propriétaire, enfin nombre d'années plutôt, c'est nombre d'années. Ou intéressant, propriétaire, Paris. Et en fait, il va y avoir un nombre d'années. Normalement, il y a un espèce de tableau que je ne trouve pas, qui est ici. Voilà, acheté ou loué en moyenne. Donc ça a été fait en 2025. Donc, nombre de mois pour rentabiliser son achat immobilier par rapport à la location. Si on regarde Paris, il faut 253 mois. Donc ça, c'est un tableau directement de meilleur taux. Alors, il faut regarder exactement comment ils l'ont fait. En gros, il y a effectivement le plus gros, c'est les frais de notaire. Puis après, il y a une différence en termes de charges. Lorsqu'on est propriétaire, on paye plus de charges que lorsqu'on est locataire. Donc, par exemple, de charges d'immeuble, etc. Et dans ce calcul-là, voilà, Paris, c'est du coup, c'est 253 mois. 253 mois divisé par 12, ça nous fait 21 ans, quoi. Durée pour amortir. Donc ça, donc en gros, ce qui est calculé ici dans l'article, ils nous disent, vaut-il mieux acheter ou louer? Donc ils sont sur un 70 mètres carrés. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Alors, ils ne nous donnent pas le détail, en fait, des éléments. Voilà, donc ils nous mettent la taxe foncière, ils nous mettent le prix au mètre carré, le loyer au mètre carré. En fait, ils comparent ça. Il faudrait que je refasse, en fait, la vraie simulation, parce que j'aimerais bien voir exactement comment ils font la comparaison. Donc, il y a effectivement les frais de notaire, et il y a effectivement, de l'autre côté, les frais lorsque vous exploitez le bien. Donc, la durée à Paris, donc là, ils disent que c'est 21 ans. Donc, en gros, pour rentabiliser vraiment ton investissement à Paris, ça peut prendre 21 ans. Alors, attention, parce que
Faut regarder. En fait, il faudrait vraiment faire un calcul détaillé pour vraiment qu'on sache de quoi on parle. Mais bon, dans l'idée, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que là, tu as tellement de frais de notaire. Donc, disons que tes frais de notaire, ils sont à là aujourd'hui, tu as 30 000 euros de frais de notaire là-dessus. Disons, donc tu arrives à louer. On va faire un calcul un peu bête et méchant, mais qui n'est pas très bon. Aujourd'hui, tu arrives à louer 1150 euros. Hop là. Tu fais tes frais de notaire, 30 000 euros divisé par 1150, ça te fait 25. Donc ça te fait 25 mois aussi, divisé par 12. Ça te fait 2 ans. En fait, il te faut 2 ans pour pouvoir encaisser. Alors attention, hein, je te parle juste d'encaisser. Il te faut 2 ans pour pouvoir encaisser tes frais de notaire. Et après, attention, parce que c'est pas net. Tu vois, les loyers que tu encaisses, après, tu as des charges autres que tes frais de notaire. Donc, tu vas avoir tes intérêts d'emprunt, tu vas avoir tes charges de location. Donc, tu vas avoir peut-être des impôts. Ça dépend, mais là, normalement, tu n'en auras pas. Donc, il te faut 2 ans, rien que pour payer tes frais de notaire, rien qu'avec un loyer, mais sachant qu'il ne te reste pas la totalité du loyer, quoi. Par mois, hop là, et nombre d'années. Donc, on garde ça en tête. Donc, là, aujourd'hui, tu en es là. Ok. Ce que j'ai pas, c'est effectivement combien tu gagnes par mois, mais on va regarder ça. On va essayer de revenir dessus. Donc, tu as un investissement, tu as effectivement acheté quelque chose assez cher. Grosso modo, tu pouvais pas le savoir, mais en fait, tu l'as un peu acheté. Si on regarde les prix de l'immobilier à Paris, tu l'as acheté clairement en haut du pic, quoi. Donc, tu vois, c'est comme, ça nous arrive à tous, hein. C'est-à-dire que là, on a des prix de l'immobilier. Voilà, là j'ai une courbe des prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier, donc il y a eu quelques secousses. Donc il y a une secousse en 90 avec, je pense, le choc pétrolier. Après, ça a monté. Il y a eu une secousse en 2008 qui a été le moment où il y a eu les subprimes. Après, ça a beaucoup remonté. Donc là, c'est quand on a injecté de l'argent. Après, ça s'est un peu tassé pendant les années 2011-2012. Donc moi, c'est là où j'ai commencé à acheter. Et après, ça a beaucoup augmenté après 2015. Et il y a eu un maximum en 2020, en gros, à Paris. Après, ça a un peu chuté et fortement chuté à partir de 2022-2023. Et là, on est dans une phase où c'est à peu près stable, mais en petite montée. Donc, comme dans tous les investissements, il y a des moments où, en fait, ça chute. Et généralement, il y a quand même un retour à la normale au bout d'un certain temps. Donc, ce que je vais te dire là-dessus aussi, c'est sur ton investissement IMO. Là, aujourd'hui, effectivement, tu es en perte. Tu es sûrement en perte de 10% sur la valeur de ton bien, mais tu as surtout tes frais de notaire, où aujourd'hui, tes frais de notaire ne sont pas du tout remboursés, quoi. Donc, si tu revends aujourd'hui, non seulement tu as perdu peut-être du 10% sur la valeur de ton bien, mais tes frais de notaire, tu as vu, il aurait fallu... alors là, normalement, tu les as à peu près remboursés, mais tu risques d'être en perte un peu là-dessus parce que tu as fait un financement plus important. On continue. Donc, en tout cas, le truc, c'est de te dire, c'est comme quand tu investis en bourse, il y a des moments, donc, alors on ne sait pas, peut-être pas, hein, mais les plus grosses pertes en immobilier en France, à Paris, ça a été 40% quand même. Plus grosse perte en bourse, de façon générale, sur le MSCI World ou le S&P 500, c'est du 40% de perte. Donc il y a un moment, on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être qu'il y aura une crise demain parce que crise avec la Chine, crise sur les puces, je sais pas quoi. Il y a un truc qui se lance dans les crises avec l'IA, machin, et qu'il y a une chute de 20 à 40% du S&P 500. Bon, il y a une phase où il faut juste absorber le choc et puis rebondir derrière. Donc dans ton cas, on va essayer de revoir combien tu gagnes aujourd'hui parce que c'est ça c'est assez important. Alors tu as un taux à 1,05. Ok, ce qu'il faut retenir, c'est que les taux, et là je vous parlerai des subtilités que vous pouvez faire avec les taux à 1,05. Mais effectivement, là tu as un taux qui est assez intéressant. Donc tu as dû l'acheter, je présume, on va faire le calcul. Tu as dû l'acheter sur 25 ans. On va resimuler ça aujourd'hui. Alors, donc tu as fait un emprunt en tout, du coup, de 320 000 euros. Et on va aller du coup sur meilleur taux. J'aime bien leur calculette. Je pense que je vais la refaire à un moment. Mais bon, pour le moment, ça me sert pas mal. Calcul de mensualité. Donc, on a du 320 000 euros. Hop. Achat, je pense que tu as fait sur 25. Tu as dû avoir un taux du coup à 1,05%. Alors, tu n'as pas dû avoir ça. Tu n'as pas dû le faire sur 25. T'as pas dû le faire sur 25, t'as dû le faire, alors là, parce que toi, tu vas finir... Alors, le problème, c'est que tu l'as acheté. Alors, pourquoi les banques vous permettent d'acheter en palier ? Souvent, il y a des banques qui vous permettent finalement de faire passer vos dossiers en diminuant combien vous remboursez au début et en estimant que dans le temps, vous allez pouvoir rembourser plus. Donc, ce que vont faire les banques, c'est un peu le cas que tu as eu, c'est-à-dire qu'on va te permettre de rembourser 1 000 euros au début, puis après 1 300, puis après, ça va finir à 2 000 euros effectivement à un moment.
Donc ça, c'est effectivement pour te faire passer tes dossiers. Alors, vu ce que tu as, tu es peut-être sur 25, ou sinon, tu es peut-être plutôt sur 20 ans. À mon avis, il faudrait voir. Il y a un truc que je comprends pas bien pour savoir exactement sur combien tu l'as emprunté, mais sûrement sur 20 ans, à voir. En fait, il me manque les modalités de ton emprunt et voir comment ça fonctionne. Bref. Donc, t'en es aujourd'hui, t'en es là. OK. Et toi, la problématique que tu vas avoir, c'est au bout d'un moment, si on fait ton calcul de cash flow, et donc ça, c'est un truc où il faut faire attention. Effectivement, ce qu'on ne se rend pas compte quand on a du cash flow négatif, c'est à quel point on doit finalement absorber le décalage. Donc là, tu as du 1150 € hors charge pour ton appart. En charge propriétaire, donc là, tu as combien? Tu m'as dit tu as 33 mètres carrés. Problématique du 33 mètres carrés, c'est soit tu as un grand studio, soit tu as un 2 pièces. Il faut que tu vois où il est situé et combien tu peux le louer. Est-ce que tu pourrais le louer plus cher? Alors, 1150. Alors, tu as une notion. Alors, on va faire tous les cas hein, pour ceux qui nous écoutent. 33 mètres carrés. Le problème à Paris, il y a l'encadrement des loyers. Donc, l'encadrement des loyers à Paris, ce que je trouve être une aberration. Alors, je ne sais pas où est ton appartement, mais disons qu'on va te mettre, je ne sais pas, dans le 15e, mais peut-être un quartier sympa quand même, parce que tu as acheté assez cher. Donc, à mon avis, tu dois être... je sais pas, je vais partir dans le 15e vers la Tour Eiffel. Donc pour moi, tu as un 2 pièces à mon avis. Année de construction, peut-être avant 1946. On va dire que tu as acheté le haussmannien. Tu le loues en meublé. Voilà. Et adresse. Je suis obligé de mettre une adresse. Je sais pas, il y a rue de Grenelle là-bas, non? Hop, on va essayer de mettre une adresse concrètement dans le 15e. Hop, comme ça, tu auras toute ma réflexion. Je vais dans le 15e, je vais par là, je vais voilà, vers Avenue Émile Zola. Tiens, c'est très bien, tu vas te mettre là-bas. Ici, c'est le combien? Bien sûr, j'ai pas le numéro. 117 Avenue Émile Zola. Je vais faire la simulation avec ça. Donc, c'est un endroit dans le 15e qui est pas trop cher, qui est bien, qui doit être dans ces prix-là. Qui devait être dans ces prix-là, je pense. Mais t'as peut-être acheté un peu mieux que cet endroit-là. Donc, en loyer majoré de base, t'es à 35 € par mètre carré. Donc toi, tu as 33 mètres carrés. Hop. Tu as 35,9. Hop. Si je fais ça fois ça, tu es à 1184 de loyer. Donc tu vois, on retombe à peu près sur le loyer que tu as aujourd'hui. Donc loyer. Alors, la problématique dont je vais vous parler, c'est qu'il y a effectivement l'encadrement des loyers. Donc ça va quand même progresser chaque année. Ton prix, normalement, va augmenter. Donc ton loyer de référence majoré va augmenter grâce à l'indice de réévaluation des loyers, donc à l'IRL, indice de référence des loyers. Donc l'indice de référence des loyers, alors attention, donc ça veut dire que vous pouvez réévaluer à chaque trimestre normalement. Alors réévaluer, donc IRL, enfin une fois par an, pardon, excusez-moi, vous pouvez réévaluer une fois par an, mais ça prend en compte les trimestres. IRL historique. Alors pour qu'on voit à quoi ça ressemble, du coup c'est encadré par l'État. Là aujourd'hui en 2026, donc disons que vous aviez loué que votre loyer datait de T1 2025, vous étiez à 145 d'indice. Donc c'est un indice. Donc l'indice c'est sur une base 100. Donc on va juste regarder en un an de combien ça a progressé. Donc disons que vous aviez un loyer l'année dernière, c'est comme ça qu'on va le faire, de 1100 € quoi. Vous avez un loyer de 1100 €. Vous avez l'indice, il est passé de 145 à bam, on retourne en un an, donc en T1 2026, à 146,60. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut regarder la progression. Donc comment on fait ça? On va, si je ne me trompe pas, faire ça moins ça, divisé par ça. Donc en fait, on est en train d'augmenter le loyer, si je ne me trompe pas, de 0,78%. Si je ne me suis pas trompé. Donc, votre loyer, vous allez pouvoir faire ça plus ça. Hop. Et donc, vous retrouvez avec un loyer, si possible pas en pourcentage. En gros, vous pouvez augmenter votre loyer. Alors, j'ai évité de mettre des pourcentages, ce serait mieux. En fait, on a augmenté notre loyer de que dalle, quoi. On a augmenté notre loyer de 1 €. Alors, on va revoir ça. Graphique. Ouais, en fait, c'est un peu stagné, effectivement. Il y a même une baisse. Ouais, là, c'est un peu compliqué. Ces derniers temps, en fait, ça s'est un petit peu tassé le graphique un peu bizarre. Mais normalement,
Je pense que c'est ça. Je pense que ça a été fait comme ça. Alors, j'espère que je me trompe pas. Je regarderai comment on fait la réévaluation des loyers. Mais là, en fait, t'es un peu flat, quoi. T'es un peu flat sur l'année. C'est un peu problématique. Tu gagnes pas grand-chose. Mais d'habitude, cet indice de réévaluation des loyers, il faut quand même se dire qu'il normalement, il ressemble vraiment à l'inflation. Donc, tu dois augmenter de l'inflation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que chaque année, tu vas pouvoir augmenter en fonction de l'inflation, donc de 2%, de 4%, etc. Et ça va te permettre d'avoir des loyers qui augmentent. Et dans tes charges, ce qui va augmenter, en fait, ton emprunt ne va pas bouger. Vu que ton emprunt ne va pas bouger et juste tes charges vont... Dans toutes tes charges, ton emprunt, c'est ce qui représente la majorité. Ça ne bouge pas avec l'inflation. Par contre, ta taxe foncière va évoluer et tes charges de propriétaire vont évoluer normalement à peu près de l'inflation. C'est-à-dire que ça te coûte plus cher de faire un changement de lampe dans ta copro. Ça augmente comme l'inflation. Mais en fait, ton immobilier, du coup, les loyers vont augmenter comme l'inflation et tes charges vont augmenter comme un tiers de l'inflation finalement. Du coup, tu vas réussir à gagner. Quand tu as pas mal d'inflation, tu vas réussir à gagner 2 tiers, grosso modo. Donc c'est pas mal. C'est censé être pour ça que l'immobilier protège contre l'inflation. Donc là, on est sur le rendement pur et après, il y a l'évolution sur les prix de loyer. Donc toi, en cash flow, la problématique que tu as, c'est que tu as ton loyer du coup aujourd'hui à 1150. Alors je te fais une étude totalement détaillée là. On rentre dans le détail, dites-moi si ça vous intéresse. Vous êtes avec moi, on fait l'analyse ensemble. J'aurais pu te donner une réponse beaucoup plus directe dès le début de l'épisode de podcast. Donc tu as ça de loyer, tu vas te retrouver avec un emprunt, donc tu as 1150, tu vas te retrouver avec un emprunt, et c'est ce que tu me disais dans ton message, de 2100 euros. Bam, 2100 euros. Et après, en charge de propriétaire, je pense que tu as quand même bien du 100 euros par mois de charge propriétaire. Donc tu vas avoir, ne serait-ce que ta taxe foncière, tu dois être du 1300 divisé par 12. Et en plus, en charge supplémentaire de copropriétaire, oui, je pense que tu as bien dû aller à 50 ou 50 euros par mois en plus, qui est pour toi. Du coup, en cash flow, tu vas te retrouver à ton loyer moins la somme du reste. Et du coup, tu vas te retrouver avec un appart qui te fait perdre 1000 euros par mois. Donc là, effectivement, 1000 euros par mois, ça peut être un peu compliqué. Et c'est compliqué pour la grande majorité d'entre nous. C'est-à-dire que ça fait des grosses sommes, quoi. Ça fait des grosses sommes. 1000 euros par mois de pertes, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet appartement et comment on peut regarder ça? Donc déjà, alors il y a un truc, ça dépend si tu as envie de respecter les règles ou pas. Par exemple, si tu te sens de ne pas respecter l'encadrement des loyers, mais attention, le non-respect de l'encadrement des loyers, tu peux te faire choper, tu peux avoir la mairie qui débarque et qui te dit « Ah bah non, à partir de maintenant, il faut régulariser, il faut remettre au prix, etc. etc. » Bon, tu as tout ça, sachant que ça dépend où est ton logement et ça dépend à qui tu loues. Si tu loues à des locataires étrangers, est-ce qu'ils vont vraiment t'embêter avec l'encadrement des loyers? Je sais pas. Par contre, si tu tombes sur des gens qui veulent te faire chier, de toute façon, tu tombes sur quelqu'un qui veut te faire chier dans l'immobilier, il te fera chier quoi qu'il arrive, que tu aies respecté ou pas l'encadrement des loyers. Ça, je vous le dis, même si vous êtes dans les règles, vous tombez sur un locataire qui veut vous douiller, votre locataire vous douillera. Même si vous êtes dans les règles. Donc, à un moment, faut voir un peu le truc. Donc, dans ton cas, avec un 33 mètres carrés, ça dépend à quoi il ressemble exactement et s'il est beau. Mais si il est assez beau, tu peux quand même monter, je pense, à du 1500, 1600 euros même de loyer. Aujourd'hui, en ce moment, c'est impossible de louer un appart à Paris. Je suis assez bien placé des deux côtés. C'est-à-dire que moi, j'ai des apparts que je loue à des personnes. Donc là, j'en ai pas mal et je vois à quel point il y a de la demande. Et de l'autre côté, moi, je cherche à louer aussi à Paris. Je veux déménager, aller habiter dans un appartement plus grand. Et c'est assez lunaire. C'est même pour des revenus, des montants assez conséquents de loyer. Par exemple, moi, je cherche à louer un 90 mètres carrés, peut-être dans le 2e arrondissement. Je me retrouve avec les trucs sympas qui sont à du 8 000 euros du mètre carré, voire 10 000 euros du mètre carré. C'est pour vous dire un peu, même dans les montants, je pensais que plus vous aviez de moyens, moins finalement les loyers c'était très tassé parce que beaucoup de gens ont les moyens de louer des studios, quoi, ou des colocs, mais finalement sur les revenus plus importants, il y avait moins de concurrence, donc c'était mieux d'avoir des trucs un peu plus qualité-prix. Et ben, que nenni les guys, que nenni, très compliqué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens flippent. Alors ils flippent, ils ont des apparts. Déjà, ils n'ont pas forcément envie de prendre le risque de ne pas respecter l'encadrement des loyers. C'est-à-dire que les personnes se disent « Ah oui, moi je veux rester dans la totale légalité, etc. » Je leur ferai un big up à ces personnes-là qui, le jour où ils choperont un locataire, ils auront tout bien fait, mais le locataire ne paiera pas et qui vont se rendre compte de la justice en France. Bonne chance les guys. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, en ton cas, tu peux monter à du 1600, voire même 1700 euros de loyer. Au-dessus de ça, ça dépend vraiment dans quel quartier t'es, mais en tout cas là, c'est location classique, location meublée, tu vois.
Je pense que tu peux y arriver, sauf que même dans ce cas-là, tu te retrouves avec un cash flow avec une perte de 600 euros par mois. Donc même là, tu vois, tu as une perte de 600 euros par mois. Tu as une constitution effectivement de capital, donc constitution, tu vois. Et tu continues à augmenter, donc même en ne respectant pas l'encadrement des loyers. Donc attention, hein, si tu prends tes risques, etc., tu as ça. Après, tu as la possibilité, ça dépend comment tu le gères, de respecter encore moins, mais attention, là c'est encore plus tendu. Là, tu vas te dire, ok, je vais le louer sur Airbnb. Alors, il faudrait que ce soit ta résidence principale, donc il faut que tu vois comment tu pourrais faire avec l'appartement que tu as aujourd'hui. Là, en Airbnb, sur un 33 mètres carrés, ça dépend vraiment d'où tu es, mais tu peux quand même taper des 3 000 euros par mois, quoi. Donc, si tu as 3 000 euros par mois d'Airbnb, alors attention, tu auras plus de charges. Donc, même tu peux faire du 3 500 peut-être euros par mois. Donc, on va dire que tu as du 3 000 euros par mois réellement encaissé. Là, tu vas te retrouver finalement à être en cash flow positif, quoi. Donc, c'est le seul moment où tu peux t'en sortir. Alors attention, aujourd'hui, la mairie de Paris risque de te choper assez rapidement. Elle peut te mettre des amendes, etc. Faut vraiment que tu n'aies pas de chance, mais je pense que jusqu'à un certain stade, vu que c'était un seul appartement, ce sera ta résidence principale si tu le fais. Grosso modo, le risque n'est pas forcément très élevé. Alors attention, parce que la mairie de Paris continue à vraiment activer. Et après, ça dépend de ta copro, ça dépend de tout ça. Mais dans une situation, moi j'en connais plein en fait qui sont dans ta situation et qui finissent par faire du Airbnb même si c'est pas vraiment autorisé parce qu'ils sont dans la merde, quoi, tu vois, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc dans ton cas, tu te retrouves quand même à avoir fait un invest qui aujourd'hui te coûte 1000 balles par mois, d'où la notion où tu te retrouves surendetté. Alors le surendettement, ça dépend comment vous le voyez, hein, ça dépend combien vous gagnez, etc. L'enjeu que tu as aujourd'hui, effectivement, moi je suis très bien placé pour te dire ça, c'est que des apparts comme ça à Paris qui se retrouvaient à peu près dans la même situation, j'en ai 3. J'en ai eu 3. J'en ai 5 aujourd'hui, mais j'en ai eu 3 qui étaient à peu près dans ta situation. J'avais un appart, du coup, dans le 15e, j'en parlais tout à l'heure. J'avais 2 apparts dans le 15e qui étaient comme ça. Donc, 2 apparts dans le 15e et un appart dans le 14e. Où, en fait, c'était pareil, résidence principale comme toi. Grosso modo, sur les mêmes montants que toi, etc. Ça ressemble beaucoup à ça. Et j'avais des cash flows négatifs, un petit peu comme ça. Le seul élément que j'ai eu, c'est que je les ai achetés un peu avant toi. Et du coup, moi, j'ai pas les remboursements, donc je pense que tu as eu pas mal de différés ou tu as dû avoir un truc comme ça, ce qui fait que tu as aujourd'hui des remboursements qui sont conséquents. Tu vois, moi, je suis pas à du 2100 de remboursement. Ça dépend desquels, mais je suis plutôt dans les 1600, tu vois. Du coup, je comprends tout à fait. Et là, la solution que tu as aujourd'hui, c'est effectivement soit de te dire, bon, ben écoute, cet appartement-là, je le vends, je repars de zéro. Alors, il faut voir à quel point en fait, cette situation te stresse. Et en combien de temps tu vas être dans une situation qui est vraiment problématique. Ta situation va vraiment être problématique, ça augmente tous les 3 ans. Il faut voir, parce que là, aujourd'hui, tu as quand même tu as quand même de l'emprunt. Bon, on ne l'a pas forcément. Tu es à 2100 à la fin. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien de remboursement d'emprunt. En fait, là, tu as plusieurs choix. Soit tu te dis, écoute, ça dépend aussi de ta charge émotionnelle. Hein. Tu te dis, écoute, je le garde. Et en fait, au lieu de commencer à 0, tu vois, par exemple, la plupart... Alors, il faut quand même te dire quelque chose. En fait, quand tu commences, ça dépend comment vous voyez l'IMO. Soit vous voyez que votre investissement locatif. Donc là, tu te dis, ok, je commence en investissement locatif. Au lieu de commencer à 0 comme les autres, toi, tu vas commencer à du moins 1100 euros par mois. Tu te dis, ok, je commence à moins 1100 euros par mois. Et après, tu te dis, ok, mon objectif à moi... je ne sais pas quel est ton objectif en IMO, tu vois. Et ça dépend de pas mal de choses. Mais disons qu'en immobilier, ton objectif, c'est d'avoir 1500 euros par mois, voire 3000 euros par mois. Tu as envie de pouvoir, si tu veux, si ton IMO tourne bien, arrêter de bosser, ça couvre tes dépenses du quotidien. Tu vois, je ne sais pas combien tu gagnes, etc. Bon, ça, n'hésitez pas à me dire combien vous gagnez concrètement et combien vous avez de cash pour que je puisse... et quel est votre objectif final, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, quoi. Donc là, indirectement, tu vois, avec ces 1000, tu te dis, ok, je commence à moins 1100 et mon objectif, c'est d'arriver à 1500, 3000. Donc en fait, il va falloir que tu combles en cash flow ton appart à Paris. Donc que tu arrives à remonter en faisant des investissements tes 1100 euros de perdus et après que tu repasses en positif. Ça, tu le gardes si pour toi, c'est important d'avoir un appart à Paris. Tu vois. Si c'est pas trop pénible, quoi. Trop pénible pour le financement. Et trop pénible d'un point de vue mental, si ça te fait pas chier, quoi. Autre élément, là, tu vois, ce qu'on a vu tout à l'heure, tu es quand même, en ce moment,
à Paris dans un moment où les prix ils augmentent bien, tu vois. Tu as un truc qui a quand même augmenté de 2% en un an. Moi, j'ai quand même l'impression que ça va un peu continuer pour Paris et continuer à augmenter, tu vois. Donc, indirectement, là, le vendre très rapidement à Paris, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, à part si tu as une vraie problématique de charge mentale. Alors, attention, ça dépend aussi de ton implication, à quel point tu peux avancer. En fait, tout ça dépend de t'en es où et quelle est ton énergie, comment tu peux avancer, quoi. T'en es où et jusqu'où tu vas pouvoir aller, quoi. Et jusqu'où tu vas pouvoir aller, d'où le coaching, là, c'est de te dire, est-ce qu'aujourd'hui, donc nous, on fait des invests qui font du 1 000 € de cash flow pour à peu près pour moins que le montant que tu as acheté ton appartement, tu vois, pour du 300 000 €, etc. Mais est-ce que tu es en capacité d'y aller? C'est-à-dire, est-ce que tu te sens serein de faire ces invests? Est-ce que tu te sens serein? Est-ce que tu vas trouver l'invest? Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Est-ce que tu n'auras pas de problématique à côté? Est-ce que d'un point de vue énergie, etc., tu vas faire ton investissement? Ça, c'est ma vraie question pour toi. Si tu es en faculté de faire ces investissements et de pouvoir avancer, en fait, en un invest, tu peux remplacer ton invest à Paris, tu peux le garder. Mais cet invest à Paris, en fait, la réalité, c'est que le truc, c'est que c'est à Paris. Donc, c'est quand même un truc qui a de la valeur, tu vois. Donc, ça peut être intéressant. Par contre, c'est vrai que toi, tu vas devoir charbonner un peu pour compléter ça. Mais à terme, tu vois, c'est un peu comme moi. Mes apparts à Paris, ça a mis entre 10 et 15 ans, tu vois, pour passer en cash flow positif. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ton appartement à Paris passera en cash flow positif, tu vois. Par contre, pendant pas mal de temps, et moi j'étais exactement dans la même situation que toi, j'avais 1 500 à 2 000 € par mois, tu vois, il fallait que je les sorte en plus. Tu vois, chacun de mes apparts, c'était environ entre 500 et 700 € de cash flow négatif, tu vois. Donc j'avais mes 3 apparts là, je me tapais 2 000 € de cash flow négatif tous les mois. Donc tu vois, tous les gens, après, alors après, il faut voir, hein, tu vois, en stratégie d'invest, 2 000 € tous les mois, tu vois, moi je les ai mis dans ces apparts-là. J'aurais mis ça en bourse, j'aurais gagné beaucoup plus, tu vois, en réalité, avec le temps. Et en fait, les gens se disaient, ouais, mais attends, t'as beaucoup d'appart et tout, t'encaisses beaucoup de revenus, machin, comment ça se passe? Mais en réalité, moi, j'étais comme toi, hein, j'avais quand j'ai commencé, mes premiers invests étaient en fat cash flow négatif. Donc, je mettais 2000 balles et je vois très bien la sensation où, tu sais, tu gagnes, t'es obligé de gagner beaucoup, hein. C'est-à-dire que si t'as pas un salaire à entre 5 et 10 000 balles, moi, c'est pas compliqué, si j'avais pas entre 5 et 10 000 € de salaire, je pouvais pas vivre, quoi. Je pouvais pas vivre, donc j'étais obligé d'aller me taper ça parce que j'ai une grande partie où je remettais dans mon IMO, quoi. Et après, j'ai aussi eu mes investissements locatifs que j'ai fait derrière, qui eux étaient en cash flow positif, qui m'ont permis de compléter ces 2000 balles de cash flow négatif pour après aller chercher du cash flow positif. Mais ça te met quand même vachement de pression. Oublie pas que là, toi, ta vie, c'est maintenant. Cet appart à Paris, ok, c'est bien. Est-ce que si tu as vraiment envie de faire de l'IMO et que tu es prêt à faire ce qu'il faut faire pour faire du cash flow, viens, on va faire du cash flow dans l'IMO. Et ça va tout de suite, en fait, ça va changer ta vie. Un invest, tu vois, par exemple, ceux que j'accompagne aujourd'hui, tu vois, Axel, là, en une semaine, 3 000 € de cash flow, 3 500 de cash flow. Tu vois, tu as 3 500 € de cash flow, que tu as un appart à Paris ou pas, tu t'en fous. Et de toute façon, tu pourras racheter un appart à Paris si tu veux demain ou plus tard. Tu vois, toi, ton enjeu aujourd'hui, ton premier enjeu, c'est de faire un max de cash flow et d'avoir ce sentiment de liberté. Là, aujourd'hui, ton bien immobilier, effectivement, tu capitalises tous les mois. Oui, tu mets de l'argent de côté, mais ça te rajoute une pression très importante. Et cette pression très importante peut aussi t'empêcher de passer à l'action. Donc ça peut t'empêcher, ça peut te fatiguer. Enfin, tu vois, c'est un truc qui t'attire pas du positif. Tu as un appartement qui tourne bien, même si tu as 2-3 problèmes, tu vois, un dégât des eaux, je sais pas quoi. Ça te met de l'énergie positive. Ça va te permettre d'enclencher, ça va te permettre d'avancer, tu vois. Et là, peut-être que cet appartement, du moins, je me mets à ta place, là, tu vois la fin, tu vois. Tu es coincé dans ton truc, tu dis, putain, 2100 €, je vais jamais pouvoir les payer, ou sinon, je vais devoir, je sais pas quel âge t'as, tu vois, mais... t'imagines 2100 € par mois, c'est t'imagines ce que tu peux faire avec 2100 balles par mois, tu vois. Et là, tu te dis merde, c'est chaud, quoi. Donc, mon constat, c'est quoi? Déjà, il faudrait voir aujourd'hui combien de temps tu peux tenir sur ton appartement actuel. Ce qu'il faudrait voir, c'est combien tu as de cash de côté et quel est ton sentiment d'énergie. Si tu es dans une énergie positive et productive, pour moi, ce qui est impératif, c'est de se dire, OK, est-ce qu'aujourd'hui, on a la capacité de faire des invests à cash flow positif qui vont tout défoncer. Donc là, je vais vendre mon truc, mais tu viens avec moi, on s'appelle et on va voir si tu es chaud pour faire les invests que moi je réalise aujourd'hui. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu es dans le bon mood? Est-ce que tu es capable de passer à l'action? Après, on ira sur du financement, on verra comment on finance ton prochain investissement. En fonction de ta situation, on trouvera des solutions. Et là, au bout d'un moment, dès que tu as enclenché sur ce nouvel investissement, tu te dis, OK, en fait, tu verras ce que c'est d'avoir ton prochain investissement. Donc, tu auras ton immeuble, tu auras ta coloc, tu auras ton Airbnb, bref, tu auras ton truc qui va tourner. Une fois que tu l'auras, tu vas dire, OK, finalement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en ferai bien un deuxième et je peux continuer et finalement, je garde mon invest à Paris ou pas? Parce que là, tu vois, tu seras en capacité avec un investissement de finalement combler le cash flow négatif de ton appart à Paris.
Donc déjà, tu sentiras plus ton appart à Paris. Et plus le temps passe pour Paris, indirectement, plus, si ça ne te limite pas d'en faire des investissements futurs, mieux c'est pour toi. Parce que là, ce qu'on a vu, et moi je le crois assez, c'est que finalement, le prix auquel tu as acheté ton appart, enfin Paris, ça va retourner en positif, je pense, d'ici quelques temps. Mais tu vois, en 3, 4, 5 ans, ça va revenir en positif. Donc toi, en plus, tu auras un invest qui finalement, sera bien passé et tu auras sorti ça. Donc ça, c'est la phase, c'était chaud patate, tu vois. Tu peux faire ça, comme ça, tu ne perds pas sur Paris, tu continues à avancer. Et si tu es vraiment chaud, mais là, encore une fois, moi, je te conseillerais de voir déjà dans quel mood t'es, si l'immobilier, t'es prêt à avancer dessus un peu comme un bourrin, quoi. C'est que tu t'avances et qu'on se fasse 3, 4, 5 invests pour que tu arrives à tes 3, 5 000 euros de cash flow. Qu'on voit ça, et au bout d'un moment, quand tu seras à ce niveau-là, donc ça dépend, ça reste un asset à Paris, donc un appart à Paris, après, il faut voir l'évolution du monde, mais c'est quand même intéressant, c'est un peu les joyeux de la couronne. Avoir un appart à Paris, c'est quand même plus sympa que d'avoir un appart à 3, quoi. Donc un appart à Paris, c'est plus sympa que d'avoir, un immeuble à Vernon ou un truc comme ça. Donc c'est quand même un actif qui a de la valeur, qui est assez simple à réutiliser quand tu veux réemprunter derrière. Donc là, c'est des choses que je fais moi, c'est-à-dire j'ai par exemple, j'ai un appart qui vaut 500 000 euros, il est remboursé, et je vais le remettre, alors soit je vais me le racheter à moi-même, soit je vais directement le mettre en hypothèque pour acheter un autre bien. Donc ça te permet de faire ça quand tu as des apparts à Paris. Donc dans ton cas, en tout cas, c'est très bien que tu l'aies fait. Je pense qu'aujourd'hui, tu es dans une situation où tu ne te sens pas bien. Il te faut des portes de sortie. Ta porte de sortie, je pense en IMO, c'est de réussir à faire un invest où tu fais beaucoup de cash flow. Là, il faudrait voir combien. Il faudrait que tu appelles Martin. Appelle Martin, on t'a peut-être déjà appelé, mais appelle Martin pour voir si on peut t'aider là-dessus. Viens, on voit ensemble si on peut faire un investissement à très fort cash flow. Et si ça marche bien, après, on statue. Là, aujourd'hui, le revendre, ça dépend de ton état mental. Donc, de temps en temps, il vaut mieux accepter une perte que de garder un truc. Donc, si aujourd'hui, tu es vraiment stressé, tu es vraiment dans un impact négatif, tant pis, tu prends ta perte sur ton invest à Paris. Tu vois, c'est le pire des cas, tu prends ta perte aujourd'hui. En fait, le pire des cas, c'est que tu prends ta perte aujourd'hui. Et voilà. Et alors, n'oublie pas aussi, dans le pire des cas, tu peux geler ton emprunt pendant 1 an. Donc, attention, parce que là, c'est un peu plus dur pour pouvoir faire des investissements derrière. Mais vous avez une clause comme quoi vous pouvez geler votre emprunt dans 1 an. Donc, ce qu'on peut faire là aujourd'hui, si tu es chaud, on se lance dans l'achat d'un bien, on garde ce que tu as, on se lance, on voit si mentalement tout ça, tu arrives à le sortir. Si tu arrives à le sortir, pas de problème. Donc tu auras ton appart à Paris, tu auras un nouvel appart qui va te combler en fait ton appart à Paris, puis après on continue à faire des investissements. Faut voir ce que tu as d'autre à côté, tu vois, aujourd'hui dans ta situation. Il faut revoir aussi tes objectifs. Si aujourd'hui tu n'en peux plus, tu peux vendre ton appart. C'est dommage parce que je pense que dans les prochains mois, indirectement, il va se revaloriser un peu. Donc, si tu es dans un truc où tu veux attendre, tu n'as pas envie de faire de l'IMO tout de suite, tu peux geler ton emprunt pendant 1 an. Donc là, tu dis à ta banque, écoutez, je dois geler mon emprunt parce que je vais sûrement changer de boulot. Tu gèles pendant 1 an. Du coup, pendant 1 an, en fait, tu redécales en fait, l'évolution de ton... Enfin, tu n'as pas remboursé d'emprunt, donc ça te permet d'avoir un peu de cash. Et ça te permet d'attendre pendant 1 an que les prix des mobiliers de Paris réaugmentent un peu, parce que c'est ce que je pense, et de le revendre, pourquoi pas, dans 1 an. Tu vois. Ça te permet aussi de patienter 1 an et de décaler en fait, cette évolution de 300 euros tous les mois. Et dernièrement, tu peux revendre tout de suite si tu veux. Je trouve ça un peu dommage par rapport au timing. Mais si on prend de la distance, voilà, il y a un véritable enjeu. C'est de temps en temps accepter aujourd'hui une perte de 20 000 balles ou 30 000 euros, voire 50 000 euros dans ton cas. En fait, ça vaut le coup parce que demain, disons que tu n'as plus ça, tu te sens libéré, tu te sens mieux et tu peux te mettre à fond dans des nouveaux invests. Tu vas tellement gagner plus en le faisant que ça va cartonner, tu vois. Après, il faut voir encore une fois quelle est ta capacité à avancer. Et est-ce que dans ta vie aujourd'hui, tu as de l'énergie. Donc, en minimisant des risques, moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut essayer maintenant de faire de l'argent, tu vois, et voir comment tu peux avancer là-dessus. Eh bien, merci à tous. Merci à tous pour cet épisode de podcast. Je te l'enverrai du coup directement sur Insta et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. À très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.